Salut à tous! Si vous voulez vous lancer dans la céramique, il va vous falloir quelques outils. Mais peut-être ne savez-vous pas par quoi commencer, et ou peut-être voulez-vous d'abord tester la céramique sans dépenser d'argent. Je vous présente dans cette vidéo les outils de base selon moi, qu'on trouve facilement dans les magasins de céramique, voire parfois dans certains magasins créatifs, comme Crea Corner pour les Belges, ou Cultura plus connu en France. Et je vous propose des alternatives pour débuter sans avoir besoin d'acheter quoi que ce soit. C'est parti! Commençons par les 10 outils vraiment indispensables, ceux que vous devez avoir. Ceci, c'est ce qu'on appelle une aiguille de potier. C'est tout bête, mais ça sert à plein de choses. Faire des petits trous, couper dans une certaine mesure, graver, gratter ou encore percer les petites bulles qui restent parfois dans la terre. Vous le voyez, on peut l'utiliser pour beaucoup de choses. Alors pour ne pas devoir l'acheter, le plus simple est de prendre une aiguille à coudre et d'y mettre un manche. Pour le manche là, vous avez plein de possibilités. Je vous montre ici l'exemple d'un bouchon de liège, mais ça fonctionne aussi très bien avec de la pâte autodurcissante, genre pâte Fimo, ou un petit bâton en bois ou n'importe quoi, tout est bon. Tant que vous pouvez y piquer l'aiguille pour la tenir, ça marche. Ensuite, le couteau de potier. Le couteau de potier, c'est pas compliqué, il sert à couper. Et ça, on le fait quand même souvent en céramique. Par contre, de nouveau, pas besoin d'en acheter un, n'importe quel couteau un peu pointu fait l'affaire. Vous pouvez prendre un couteau de cuisine, un scalpel de récupération, ou même une vieille lime à ongles, en métal, pour qu'elle soit un peu résistante quand même, mais ça fonctionne, regardez. Alors, c'est mieux que la lame ne soit pas complètement émoussée, mais elle n'a pas besoin non plus d'être parfaitement affûtée. Vous allez aussi avoir besoin d'une éponge. Le mieux, ce sont les éponges naturelles, voire, encore mieux, des éponges spécifiques, genre celle de la marque Mud Tools, mais ça coûte quand même un peu cher, surtout si on débute. Pour démarrer, vous pouvez tout à fait opter pour de la récup, soit une éponge de cuisine, soit même un vieux coussin de chaise que vous découpez. Ça fera très bien l'affaire dans un premier temps. Autre outil indispensable également, le fil à couper. Alors pourquoi un fil à couper si on a déjà un couteau ? Tout simplement pour couper vos pains de terre. Vous verrez vite que c'est beaucoup plus pratique, car le couteau n'est pas assez long pour couper toute l'épaisseur du pain de terre, et ça fait quelque chose de pas propre du tout. Le fil à couper, il en existe plusieurs sortes, le plus courant étant le fil en métal avec poignée. Alors perso, je n'aime pas trop, s'il n'est pas bien séché, il peut rouiller, et aussi il peut se tordre et finir par vous blesser. Comme alternative, moi je vous propose plutôt d'opter pour le fil en nylon ou fil de pêche. Il est légèrement élastique, ce qui permet une certaine maniabilité. Il est très résistant, ne se tord pas, ne rouille pas et ne coûte presque rien à fabriquer. Prenez 30 ou 40 cm de fil, 2 boutons ou 2 bouts de bois ou 2 morceaux de chiffon que vous attachez aux extrémités du fil pour le tenir et le tour est joué. Si vous n'avez pas de fil de pêche, j'ai trouvé l'un ou l'autre truc qui peut servir d'alternative, même si ce sont des solutions approximatives. Vous pouvez prendre des attaches de sac en plastique, un bout de câble électrique assez fin, ou même du gros fil à coudre s'il est assez solide. C'est moins pratique que du fil de pêche, mais bon, ça marche aussi. Une estèque, c'est ceci et c'est très pratique aussi. Il en existe différentes sortes, des plates ou des arrondies, des lisses ou des dentelées, des grandes, des petites, en métal, en plastique ou en caoutchouc. C'est un outil qu'il est ultra facile de se procurer gratuitement. Les estecs lisses, qui servent à lisser ou compresser votre terre, vous pouvez tout à fait les remplacer par n'importe quelle carte. Carte de banque, carte de membre, carte de bibliothèque, tout est bon et vous pouvez même les découper pour leur donner une forme. Les estecs dentelés, qui servent à griffer ou gratter la terre, moi je les ai remplacés par un petit morceau de peigne cassé lorsque je dois coller 2 morceaux de terre ensemble, ou par des vieilles lames de scie plus ou moins dentelées comme celle-ci. Vous pourriez aussi utiliser une fourchette ou un couteau à steak par exemple, ça marche très bien aussi. Rien ne vous empêche aussi de fabriquer votre propre steak en terre cuite. Ici c'est une steak que je me suis fabriquée en faïence, elle a un côté plus rond et l'autre légèrement pointu. Moi je l'utilise de temps en temps quand je travaille autour, c'est très facile. Tâchez aussi de vous procurer un pinceau. J'en utilise moi souvent pour les finitions, dans les petits endroits où l'éponge ne passe pas.
mais c'est très utile aussi pour la décoration de vos pièces, si vous aimez faire des décors au pinceau. En ce qui me concerne, moi j'avoue qu'avant toute autre chose, je l'utilise le plus souvent pour appliquer de la barbotine quand je dois faire un collage. Alors petite parenthèse pour les débutants, la barbotine, c'est la gadoue qui sert à coller deux pièces de terre entre elles. Alors le pinceau, en cherchant un peu, il y a toujours moyen d'en trouver un gratuitement, dans le grenier de nos grands-parents ou en demandant aux voisins. Si vous avez la possibilité, c'est bien aussi d'en avoir plusieurs, à poil dur ou à poil doux, gros ou fin, rond ou plat. Enfin, si vous en avez déjà un, c'est déjà pas mal. Je vous conseille aussi de garder ou de récupérer des sachets en plastique. Par défaut, prenez ce que vous avez sous la main, mais si vous avez du choix, je vous conseille 3 types de plastique. D'abord, du plastique bien épais, un peu comme celui qui est utilisé pour emballer les matelas dans les magasins. C'est ce qu'il y a de mieux pour emballer vos pains de terre une fois qu'ils sont ouverts. À défaut, ce qui marche bien aussi et qui est sans aucun doute plus facile à trouver, ce sont les gros sacs poubelles noirs, qui sont moins épais, mais vous pouvez alors les utiliser en double épaisseur. Alors pourquoi du plastique épais? Tout simplement pour qu'il laisse passer le moins d'air possible, dans le but évidemment de conserver l'humidité de votre terre. Pour ralentir le séchage de vos créations, je vous conseille aussi du plastique plus léger. Des sachets en plastique classique, c'est parfait. Le but ici n'est pas de conserver l'humidité de la terre, mais juste de ralentir son évaporation et donc le séchage de vos pièces afin de réduire le risque de casse ou de déformation. Enfin, il peut s'avérer utile de garder du plastique vraiment très fin. L'idéal pour ça, c'est soit le film alimentaire qu'on trouve dans sa cuisine, soit celui utilisé par les fournisseurs lorsqu'ils livrent de grosses palettes de produits qui mettent le film autour. Ce plastique-là, je vous en parle pour info, mais il n'est pas essentiel dans un premier temps. Il pourra vous servir si vous utilisez un support imperméable pour estamper votre terre et pour éviter qu'elle ne colle au support. Voilà, ça, c'est pour le plastique, et soit dit en passant, c'est une bonne manière de réduire ses déchets. Je vous recommande également d'avoir toujours 1 ou 2 vieux essuies sous la main. Ils peuvent servir à manipuler plus facilement une grande plaque de terre, ou bien comme support, pour que votre objet garde bien sa forme en séchant, ou à maintenir votre terre humide, lorsque vous préparez différents éléments qui doivent être assemblés par après, ou encore tout simplement pour vous sécher les mains. Ne prenez surtout pas de beaux essuies, je vous assure qu'ils vont finir par être irrécupérables. Donc optez pour de vieux bouts de tissu troués ou élimés, voire même un vieux t-shirt. Je vous conseille ensuite d'avoir au moins 2 seaux avec couvercle. L'idéal, ce sont des seaux en plastique d'une contenance d'environ 3 à 5 litres. Ces seaux, ils vont vous servir à laver vos outils et à recycler votre terre. Dans l'un, vous mettez les morceaux de terre à sécher, dans l'autre, un peu d'eau pour laver vos outils et plonger les morceaux de terre séchés pour en faire de la gadoue. Alors je vois déjà venir la question à 1000 balles, et on fait comment pour laver ces outils dans le seau de gadoue? Il y a un truc. Dans ce seau, ça va décanter. Vous mettez juste assez d'eau pour arriver à fleur de vos morceaux de terre sèche, la terre va se désagréger, tomber au fond du seau, et l'eau de surface va s'éclaircir. Alors ok, ce n'est pas de l'eau du robinet, mais pour laver vos outils, c'est tout à fait suffisant. Le couvercle, il est surtout utile pour le seau de gadoue, pour éviter que l'eau ne s'évapore, et donc que vous vous retrouviez de nouveau avec une terre sèche. Alors surtout, ce type de seau, ne les achetez pas. Allez vous renseigner auprès de votre boulanger ou à la friterie du coin. La plupart du temps, ils acceptent de vous céder gratuitement un pot de seau vide. Dans la même idée que les seaux, vous allez également avoir besoin d'un ou plusieurs bocaux avec couvercle. Ils vous seront très utiles pour conserver votre barbotine. Là également, je vous conseille vivement d'opter pour des couvercles en plastique, car les couvercles en métal rouillent et sont plus difficiles à nettoyer. Évitez donc les pots de confiture et préférez les pots de miel ou de choco. Alors là, je n'ai aucune alternative à vous donner parce que les pots de choco, c'est déjà de la récup gratuite. Ça, ce sont les 10 outils vraiment indispensables selon moi pour démarrer. Si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, je vous en propose 6 de plus. Avoir un espace de travail dégagé est indispensable en céramique. Toutefois, il ne faut pas déposer sa terre sur n'importe quel matériau. Optez pour un matériau poreux.
Tout ce qui est imperméable comme du verre, du plastique ou du carrelage émaillé est à éviter car votre terre va coller dessus. Du bois c'est parfait tant qu'il reste brut, donc évitez le bois peint ou verni ou même le quick-step. Si vous n'avez pas de planche en bois sous la main, vous pouvez tout à fait étaler un morceau de tissu sur votre plan de travail. Le tissu étant poreux, ça fonctionne aussi très bien. Si c'est possible pour vous, je vous conseille de trouver une grande planche et quelques petites planchettes. La grande planche, c'est pour pouvoir préparer et étaler votre terre. 60 cm sur 1 mètre, c'est top. Les petites planchettes, c'est pour travailler, manipuler et déplacer facilement vos créations. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut parfois trouver sur des chantiers s'il y a des découpes de planches en trop. Moi ici, j'ai même récupéré une planchette à tartiner. Si vous trouvez des tomates en terre cuite, encore brutes, ça fonctionne très bien aussi. Sinon, un bout de tissu sur n'importe quel support et le tour à jouer. Prévoyez également une étagère pour poser vos créations. Que ce soit entre 2 séances de travail ou pour laisser sécher vos objets avant cuisson, vous allez devoir poser vos créations quelque part. Alors que vous ayez un atelier, un garage ou un petit coin dans la maison, je vous recommande chaudement de respecter les quelques consignes suivantes. D'abord, ayez une étagère en hauteur, pour éviter à vos éventuels petits lutins ou animaux de compagnie de venir y mettre leurs petites mains curieuses. Ensuite, évitez tant que possible les courants d'air et le soleil direct, parce que la terre aime sécher sans trop de contraintes climatiques. Et enfin, dans la même idée, évitez également les changements importants d'humidité. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment optimaliser une étagère avec 3 fois rien. En attendant, vous pouvez maintenir une certaine constance dans l'humidité en recouvrant vos pièces d'un plastique, comme je l'ai expliqué un petit peu avant. Ici non plus, je n'ai pas vraiment d'alternative à vous donner, car à partir du moment où vous avez un endroit pour poser vos créations, tout est bon. Si vous trouvez un endroit sans risque de casse, vous pouvez même les poser au sol si c'est plus simple pour vous. Outil suivant, très utile en céramique, le rouleau de cuisine. Si comme moi vous avez une préférence pour le modelage plutôt que le tour, vous risquez de l'utiliser souvent. Des rouleaux de cuisine, il en existe 2 types. Ceux avec des bagues interchangeables, ils sont très pratiques à l'utilisation, mais ils ont 2 inconvénients. 1, ils sont limités en taille, celui-ci fait 35 cm de long et je n'en ai pas trouvé de plus grand. Et 2, à ma connaissance, il n'existe que 5 épaisseurs de bagues, 2, 4, 6, 8 et 10 mm. Le deuxième type de rouleau, c'est le rouleau de cuisine classique. Alors l'avantage, c'est que celui-là, on peut le trouver en grand format et on peut l'utiliser avec toutes les épaisseurs qu'on veut. Mais l'inconvénient, c'est qu'il faut utiliser des baguettes et être attentif à bien laisser son rouleau sur les baguettes. Ici, par exemple, j'ai des baguettes de 9 mm. Si je fais passer mon rouleau dans ce sens sur ma plaque de terre, puis dans l'autre, je ne dois pas oublier de tourner mes baguettes avec mon rouleau, sinon je risque d'aplatir un peu trop ma terre. Pour débuter, je vous conseille cette deuxième option. Si vous avez un vieux rouleau de cuisine à la maison, c'est parfait. Et pour les baguettes, on peut prendre n'importe quoi, des chutes de plinthe, des bouts de tuyaux comme ceci, tout est bon tant qu'on a la même épaisseur des 2 côtés. Je passe ensuite aux ébauchoirs. Des ébauchoirs, il y en a de toutes les formes et de toutes les tailles. Ils servent à lisser, travailler les coutures d'un collage, gratter, creuser, etc. L'idéal est d'en avoir de plusieurs formes selon l'objectif recherché. Ça aussi, c'est un outil très facile à improviser gratuitement. Vous pouvez récupérer une infinité de choses qui peuvent servir. Un pic à brochette, regardez, celui-ci, il a déjà 2 bouts différents qui peuvent servir. Une cuillère en bois ou en plastique, un bâton de glace, que sais-je encore. Avec tout ce que vous pouvez trouver, il y a vraiment moyen de varier les tailles et les formes. Ensuite, les mirettes. Alors les mirettes, il y en a 2 sortes, les mirettes à fil tranchant et celles à fil rond. Celles à fil tranchant servent le plus souvent à tournasser, pour ceux qui font du tour. Elles permettent des finitions assez précises et lisses. Celles à fil rond sont plutôt utiles pour creuser, très utiles par exemple lorsqu'on doit vider l'intérieur d'une sculpture. Comme pour les ébauchoirs, il y en a de toutes les tailles et de toutes les formes, et il y a également moyen d'en trouver ou de s'en fabriquer. Par exemple, si vous avez un fouet de cuisine cassé à la maison, les rayons du fouet peuvent servir d'embout que vous monterez sur un manche, un peu comme je vous l'expliquais pour l'aiguille de potier. Plus facilement et plus finement, vous pouvez aussi prendre un trombone sinon.
Et pourquoi pas, un décapsuleur pourrait aussi fonctionner si vous avez de grandes quantités à creuser. Enfin, ça peut être aussi intéressant de vous procurer des outils à percer. Ici, je vous montre un peu ce qu'on trouve dans tous les magasins de céramique. Le but, c'est de faire des trous et vous voyez que c'est très facile à utiliser. Des alternatives gratuites, il y en a plein. Vous pouvez prendre des mèches à bois par exemple. Pour des trous tout petits, vous pouvez utiliser votre aiguille de potier tout simplement. Et alors pour ceux qui aiment le bricolage et qui sont déjà équipés, vous pouvez même utiliser une scie cloche si votre terre est déjà raffermie. Mais bon, ça, c'est pour faire des plus gros trous évidemment. Voilà, avec ça, je vous assure que vous allez être super bien équipés. Avant de clôturer ce chapitre, je voulais juste encore vous dire un petit mot sur l'argile, sans laquelle évidemment, on ne peut pas se lancer dans la céramique. Là encore, je vous propose différentes options. La plus logique, et celle qui vient en premier à l'esprit, c'est d'acheter un pain d'argile chez un fournisseur. C'est assez abordable. Selon les régions et les fournisseurs, disons qu'un pain de terre de 10 kg coûte en moyenne une douzaine d'euros. Un pain de terre de 10 kg, c'est ça. Ça vous donne une idée. Si vous ne pouvez pas vous procurer de pain d'argile ou que vous n'avez pas accès à un four de céramiste pour cuire vos pièces, je vous propose deux autres possibilités. Et là, je demande aux puristes de se boucher les oreilles, car j'en connais certains qui vont faire des bons, mais tant pis, après tout, on est là pour se faire plaisir et trouver des solutions. Première possibilité, et la plus simple, ce sont les alternatives qui ne sont pas de la terre. J'entends par là la terre autodurcissante, la pâte Fimo, la pâte à modeler, genre plasticine ou la pâte à sel, très facile à fabriquer chez soi. Alors évidemment, avec ça, on oublie les objets alimentaires, mais bon, c'est une option. Deuxième possibilité, mais celle-là demande plus de travail, c'est de trouver de l'argile au naturel. Et oui, c'est possible. L'argile au naturel, si vous avez un peu de chance, vous pouvez en trouver au fond de votre jardin si vous creusez assez profond. Parfois 1 mètre suffit. Moi j'en ai même des petits bouts qui remontent dans mon compost, donc je pense que si je devais creuser, je n'aurais pas besoin d'aller très loin. En attendant que je fasse une vidéo sur mes propres expériences, je vous invite à visionner la vidéo de Jean-Luc Benoist qui s'appelle « La terre du jardin » et dont je vous mets le lien sous ma vidéo. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais c'est déjà pas mal. J'espère que cette vidéo a été instructive et vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, vers le haut c'est mieux, à me laisser un commentaire avec vos idées ou vos critiques, bienveillantes et constructives. Et surtout, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à la faire connaître. Ça me donnera plein d'énergie pour continuer. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Salut!